Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous voilà embarqués pour une nouvelle affaire italienne. Alors petite parenthèse avant de commencer, faites pas attention à ce qu'il y a derrière moi. Les petites lumières, en fait c'est du bricolage, je voulais faire un petit truc sympa genre pour aller avec l'ambiance du mois de décembre. Mais ça ressemble à rien du tout. Donc voilà, faites pas attention à ça. Je pense que je vais le réarranger autrement. Je suis en train de voir ce que ça donne. Ouais, ça ressemble archi à rien. Bon, faites pas attention. Bref, parenthèse fermée. L'affaire d'aujourd'hui, donc c'est une affaire italienne. Et c'est en fait l'affaire Chris Watts à l'italienne, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors rassurez-vous, hein, il y aura d'autres affaires françaises et autres dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est juste que comme en ce moment, je suis à fond sur l'émission Il Terzo Indizio, sur la Mediaset, pour ceux qui connaissent. En fait, il y a plein d'histoires qui sont fort intéressantes. Donc j'ai envie de vous en faire profiter. Et à mon sens, cette histoire, elle est vraiment intéressante. En tout cas, j'espère qu'elle vous intéressera comme moi, elle a pu m'intéresser. Petite précision, je ne sais pas si je pourrais passer des extraits de vidéos de l'émission Terzo Indizio parce que forcément, il y a un copyright. Donc, il faudra que je vérifie. J'espère que je pourrai vous mettre des extraits. Parce qu'honnêtement, il faut vraiment que vous puissiez voir par vous-même les comportements des protagonistes. Ça en vaut sincèrement la peine. Donc, j'espère pouvoir vous glisser des petits extraits. Donc, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis, je vous dis à tout de suite. Il mio cuore sente che mio figlio è innocente. Hanno fatto proprio una cosa storta. Si vedrà, si vedrà. Con i genitori di Melania come sono i rapporti? E noi andiamo a prendere la bambina, cioè mia figlia, lei la prende, la porta qui e poi basta. Telefoniamo come è stato, come non è stato, però ognuno per fatti suoi. Perciò con voi sono rimasti cortesi i rapporti? Sì, noi non ci abbiamo fatto niente. Anzi, noi ci dispiace per Melania, perché Melania non ti meritava tutto questo. Però purtroppo è capitato, non so. L'histoire se déroule dans la région des Marches en 2011. Salvatore Parolisi est un militaire de 33 ans qui exerce en tant qu'instructeur dans le régiment féminin d'Ascoli Piceno. Il est marié depuis quelques années à Melania Rea, une femme au foyer de 29 ans, et ensemble ils ont une petite fille d'1 an et demi, Vittoria. Melania et Salvatore se sont rencontrés en 2001 dans leur ville d'origine, Somma Vesuviana, et tout de suite, c'est le coup de foudre. Au départ, ils ont ce qu'on appelle une relation à distance, à savoir que Salvatore est déjà militaire, il vit dans les Marches, donc ils se voient 1 à 2 fois par mois maximum jusqu'à ce qu'ils se fiancent. Melania le rejoint dans les Marches et en avril 2008, ils se marient lors d'une cérémonie très émouvante. Peu après, ils s'installent à Folignano, à proximité de la base militaire, et Melania donne naissance à leur fille, Vittoria. Ce que l'on sait de Salvatore, c'est que tout petit, déjà, il rêvait de devenir militaire. Quand il s'est engagé à sa majorité, pour lui, c'est devenu une évidence. Il a fait plusieurs missions à l'étranger, dont une en Afghanistan, ce qui lui procurait un fort sentiment de valorisation. D'ailleurs, Salvatore, c'est un homme qui aime beaucoup prendre soin de lui, de sa musculature. Il fait le figo, comme on dit en Italie, c'est-à-dire qu'il aime bien faire le beau. Melania, c'est une très belle femme aussi, une vraie beauté méditerranéenne. Et elle cache pas sa fierté d'avoir un conjoint pour militaire. Pour elle, ça en jette. Genre, lorsqu'elle parle avec des amis, des copines, alors toi, ton mari, il fait quoi? Moi, il est comptable. Et le tien, il est quoi? Le mien, il est militaire. C'est vraiment quelque chose qui la rend fière. Et vu de l'extérieur, c'est un très beau couple. Ils sont jeunes, ils sont complices, ils ont une petite fille, une belle situation, et ils ont l'air d'être très amoureux l'un de l'autre. Au fil des ans, Salvatore a acquis une certaine expérience au sein de l'armée. Il est devenu caporal-major, ce qui correspond au 3e grade dans l'armée de terre. Et il a été désigné pour devenir l'un des instructeurs de la caserne féminine d'Ascoli Piceno. Alors pour information, en Italie, le service militaire pour les femmes a démarré en 2000, ce qui signifie qu'il y avait très peu de camps d'entraînement féminins. Pour un militaire, être désigné comme instructeur dans un camp d'entraînement féminin, d'une certaine façon, c'était comme un privilège, puisque ça signifiait que vous aviez fait vos preuves et que vous étiez très compétent. Le 18 avril 2011, à 15h45, Salvatore débarque avec sa fille Vittoria dans un restaurant à Colle San Marco. Il semble très agité et il explique à la propriétaire Giovanna Flammini qu'il est à la recherche de son épouse qui s'est rendue 1 demi-heure plus tôt dans son restaurant pour utiliser ses toilettes. Là, Giovanna lui répond qu'aucune jeune femme n'est rentrée dans son restaurant 1 demi-heure plus tôt,
À ce moment-là, c'est quand même assez peu fréquenté vu l'heure, donc elle est très étonnée. Salvatore lui dit « si, elle est bienvenue il y a une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle venait, qu'elle utilisait vos toilettes, qu'elle prenait un café à emporter pour moi, et depuis, j'arrête pas de l'appeler et elle ne me répond pas. » Giovanna lui demande alors de décrire son épouse. Là, il lui explique que c'est une femme qui est grande, très belle, avec une longue chevelure noire, ce qui signifie qu'elle ne serait pas passée inaperçue. Et non, Giovanna n'a pas le souvenir d'avoir vu une femme brune rentrer dans son restaurant. Et Salvatore, il est complètement paniqué. Il pense que sa femme a été enlevée. Là, Giovanna, elle tente de le rassurer. Elle lui dit « Écoutez, monsieur, si vous me dites que votre femme a disparu depuis 30 minutes seulement, rassurez-vous, vous allez certainement la retrouver, essayez de la rappeler. » Mais Salvatore a un très mauvais pressentiment. Il confie sa fille Vittoria à la propriétaire et lui demande s'il peut la lui laisser un instant, le temps d'aller chercher de nouveau son épouse au niveau du sentier qu'elle aurait emprunté pour se rendre au restaurant. Vers 16h20, il retourne dans le restaurant et là, Giovanna lui dit « Alors, vous l'avez retrouvée, votre femme ?» Et lui dit « Écoutez, non, toujours aucune trace de mon épouse. Je suis sûr et certain qu'il lui est arrivé quelque chose, on l'a enlevée. » Et là, il lui demande si elle peut contacter les carabiniers pour les avertir de la disparition de sa femme, tandis qu'ils se rend aux toilettes. Giovanna, elle trouve la situation un peu étrange. Il lui demande d'appeler les carabiniers, enfin, il ne peut pas le faire lui-même, non, il faut absolument qu'il aille aux toilettes, mais elle accepte. Elle lui dit « Écoutez, il n'y a pas de souci, je vais les appeler pour vous, faites ce que vous avez à faire. » Et l'appel en question est très étrange. Je vais faire en sorte de vous passer l'extrait si j'ai la possibilité d'en trouver un libre de droit. Donc voilà, à partir de là, normalement, vous êtes censé entendre l'extrait. Si j'ai pas trouvé l'extrait, du coup, je vais vous le faire oralement. Donc alors, en gros, Giovanna appelle les carabiniers. Là, le carabinier lui dit « Oui, c'est quoi l'urgence ?» Et là, il lui explique qu'une femme a disparu. Il lui dit « D'accord, donnez-moi un peu plus de détails, en fait. » Elle lui dit « Écoutez, moi, je suis dans mon restaurant à Colle San Marco. Et un homme est venu dans mon restaurant, il m'a expliqué qu'il est à la recherche de sa femme qui a disparu depuis une demi-heure en empruntant un sentier pour se rendre dans mon restaurant. Et il a l'air complètement agité. » Là, le carabinier lui dit « D'accord, mais pourquoi c'est pas lui, en fait, qui nous appelle ?» Et là, Giovanna lui dit parce qu'il est aux toilettes. Giovanna est assez mal à l'aise. Elle sourit, on l'entend avoir un petit rire à travers l'appareil parce qu'elle-même, elle trouve la situation mais complètement délirante. Quelques secondes après, Salvatore sort des toilettes et il prend le carabinier au téléphone. Et là, le carabinier lui dit « Allez-y, expliquez-moi la situation pour que je comprenne ce qui se passe. » Et là, on entend Salvatore qui pleure, qui a l'air d'être complètement retourné, qui lui dit « Ma femme, elle a disparu, on a enlevé ma femme, on était parti jouer avec la petite, mais au final, elle voulait aller aux toilettes, donc elle s'y est rendue toute seule. Nous, on l'a attendue sur l'aire de jeu, mais on n'a toujours pas de nouvelles, j'ai essayé de l'appeler, elle ne me répond pas. » Bon, des carabiniers disent « Ok, bon, restez dans le restaurant, on arrive. » Le premier détail qui interpelle les carabiniers quand ils arrivent au restaurant, c'est la tenue de Salvatore. Il porte un short et un petit gilet assez fin. Or, ce jour-là, à Colle San Marco, il fait très froid. Il fait tellement froid que Giovanna, la propriétaire du resto, lui prête un survêtement et un pull. Et souvenez-vous bien de ce détail. Donc là, les carabiniers demandent à Salvatore, qui est agité, qui ne tient pas en place, il lui demande de leur expliquer la situation. Et voilà ce qu'il leur dit. Lui, son épouse et sa fille sont rendus dans un petit parc à proximité de Colle San Marco. C'est une petite aire de jeu pour enfants. Ils voulaient se balader dans la forêt, jouer un peu avec Vittoria. Et puis au bout d'un moment, Melania lui a dit qu'elle avait envie de faire pipi. Salvatore lui a alors proposé qu'il se rende dans le restaurant qui se situe à proximité du parc, donc le restaurant de Giovanna. Et quand il a voulu prendre Vittoria de la balançoire, la fillette s'est mise à pleurer. Elle voulait pas en fait qu'on l'enlève de la balançoire. Là, Melania lui a dit « Écoute, te prends pas la tête. Reste ici avec la petite. Je vais au restaurant, je fais pipi, je te prends un café à emporter et je reviens, j'en ai pour pas plus de 10 minutes. » Passé 20 minutes, Salvatore a commencé à s'inquiéter. Il a essayé de joindre sa femme sur son téléphone portable. Ça sonnait, mais elle ne décrochait pas. Donc complètement paniqué, il s'est rendu dans le restaurant et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Et le petit détail à souligner, c'est que Salvatore, quand il parle avec les carabiniers, il met beaucoup en avant son statut de militaire. Il leur explique que c'est un militaire. Les carabiniers, à la base, sont eux aussi des militaires. C'est un peu l'équivalent, enfin, c'est même pas un peu, c'est l'équivalent des gendarmes en France. Donc, il met beaucoup en avant son statut de militaire. Tout de suite après le récit du militaire, les carabiniers se mettent à chercher autour du restaurant, ainsi que sur l'aire de jeu de Colle San Marco et à proximité dans les bois. Et ce qu'il se passe, c'est que Salvatore explique qu'il ne peut pas participer aux recherches. Il préfère rentrer avec sa fille à la maison pour la distraire un peu.
Au départ, les carabiniers ne pensent pas au pire, hein. Ils se disent que peut-être que la jeune femme est partie volontairement après une dispute avec son époux, elle veut souffler un peu, elle rentrera le soir, et puis bon, au vu de la tranquillité de Colle San Marco, il n'y a aucune raison particulière de s'inquiéter, d'autant que Salvatore adopte une attitude assez désinvolte. Il ne participe pas aux recherches, il leur dit qu'il préfère rentrer chez lui, donc les carabiniers se disent ouais, petite dispute conjugale, il cherche, pour la forme il cherche, aucune trace de Melania. Les parents de la jeune femme sont prévenus le soir même, mais pas par Salvatore, par un voisin et ami du couple, Raffaele Pacciola. Et eux, au départ, ils sont un peu mitigés. D'un côté, il y a cette angoisse de savoir que leur fille a disparu, mais d'un autre côté, ils se disent c'est un coin tranquille là où ils vivent. Peut-être qu'effectivement, elle s'est disputée avec Salvatore, qu'elle est partie un peu. Ils appellent même l'une des amies de Melania, qu'elle a tous les jours au téléphone. Et elle leur dit, écoutez, moi-même j'essaie de la joindre depuis plusieurs heures et elle ne me répond pas. Les heures passent, toujours aucune trace de la jeune femme. Du coup, ses parents, son frère et d'autres membres de sa famille, je crois son oncle et sa tante, font le trajet jusque Folignano. Ils dorment chez le couple et la nuit va être assez agitée, hein, puisqu'ils ne parviennent pas à trouver le sommeil. L'angoisse commence progressivement à s'installer. Durant 2 jours, les carabiniers et la famille de Melania recherchent la jeune femme dans tous les bois à proximité de Colle San Marco. Et le 20 avril, le centre d'appel d'urgence de Teramo reçoit un appel anonyme en milieu d'après-midi indiquant que le corps d'une jeune femme gît dans un bois à Ripe di Civitella. Là, tout de suite, dans la tête du carabinier qui reçoit cet appel, ça fait tilt. Ça fait tilt puisque Ripe di Civitella se situe pas très loin de Colle San Marco, c'est à 18 km je crois. Ils se rendent à l'endroit indiqué et à proximité d'une petite cabane, ils découvrent le corps sans vie et maculé de sang de Melania, allongé sur le dos. Le corps est à découvert, c'est-à-dire que il n'a pas été caché, il est à la vue de tous, et son pantalon, ses collants et sa culotte sont baissés au niveau de ses genoux. À côté d'elle, jetée dans l'herbe, il y a son téléphone portable et son alliance, et autour de son cou, elle porte encore le pendentif qu'elle a fait graver en l'honneur de son époux. À tes côtés, ce sera toujours un nouvel amour. Pour s'assurer qu'il s'agit bien du corps de Melania, les carabiniers contactent Salvatore afin qu'il vienne pour identifier le corps. Mais c'est finalement Michele, le frère de Melania, qui se rend à Ripe di Civitella pour la reconnaître formellement. Le corps est transporté à l'hôpital et d'après le rapport préliminaire du médecin légiste, elle a reçu 35 coups de couteau sur le haut du corps. Au niveau des mains, elle présente des éraflures qui correspondent à des marques de défense. Sur le thorax et sur les jambes, il y a plusieurs incisions peu profondes mais assez longues qui ont été faites post-mortem. Une aiguille à insuline est enfoncée au niveau de son cœur et elle présente des hématomes sur la cuisse et sur la tête. Le médecin légiste explique que l'hématome sur la tête est consécutif à un coup de poing. Il ajoute que la jeune femme n'est pas morte sur le coup, il estime qu'elle a pu agoniser plusieurs heures. Elle n'a a priori subi aucune agression sexuelle, mais de l'ADN est retrouvé sur plusieurs parties de son corps. Toutefois, il faut du temps pour obtenir les résultats et on y reviendra plus tard. Tout de suite, le motif du vol est écarté, puisque rien n'a été volé sur la jeune femme, ni son alliance, ni son pendentif, ni son téléphone portable. Non, les enquêteurs, au départ, pensent à un serial killer. Alors pourquoi ils pensent à un serial killer ? Eh bien, il s'avère qu'1 an auparavant, une autre femme a disparu et son corps sans vie a été retrouvé dans un bois à quelques kilomètres de Ripe di Civitella. Rossella Goffo avait 46 ans. Elle disparaît le 4 mai 2010 en sortant de chez elle et ses restes sont retrouvés enterrés dans un bois le 5 janvier 2011. Alors même si les 2 meurtres présentent des divergences assez significatives, il y a quand même quelques points communs. Déjà le physique des 2 femmes, elles se ressemblent, c'est le même type de femme, typée caucasienne, brune, assez mince. Et puis la localisation des 2 corps, c'est quand même assez proche. Mais c'est finalement l'amant de Rossella Goffo qui sera arrêté pour son meurtre en 2012. Les carabiniers creusent également la piste du stalker. Melania, c'était une très belle femme, elle était très coquette et elle ne laissait pas les hommes indifférents. Quand elle passait dans la rue, ça lui arrivait très régulièrement d'être regardée par des hommes, qu'on lui fasse des compliments. Donc les carabiniers se disent que peut-être qu'un homme de son entourage aurait été obsédé par elle, il l'aurait suivie ce jour-là et il l'aurait assassinée. Plusieurs hommes sont interrogés, dont les voisins du couple, mais ils ont tous un alibi solide. Et puis là, on remet aux enquêteurs le rapport d'autopsie plus complet. Alors, le premier point, c'est que Melania a été tuée à l'endroit où son corps a été retrouvé. Puisqu'on a retrouvé, en fait, sous ses ongles, des petites traces de terre et d'herbe de l'endroit où elle a été retrouvée. C'est-à-dire que quand elle agonisait, elle grattait avec ses ongles la terre.
Son maquillage est intact et elle porte toujours ses chaussures. Du coup, le médecin en déduit que au moment où elle a été attaquée, elle était détendue. Dans la mesure où sa vessie est vide, l'explication serait qu'elle venait de faire pipi quand elle a reçu les premiers coups de couteau. Concernant les incisions qui ont été faites sur ses jambes, sur son thorax et la seringue d'insuline enfoncée au niveau de son cœur, le médecin précise que ces actes ont été faits quelques heures avant la découverte du corps. Ce qui signifie que le meurtrier est retourné sur la scène de crime pour profaner son corps, si je puis dire. Bon, là vous devez certainement vous demander, mais pourquoi Salvatore n'est pas considéré comme suspect principal par les enquêteurs, comme c'est le cas dans quasiment toutes les affaires de meurtre sur conjoint? Écoutez, c'est un peu un rapport avec son statut. C'est un militaire, les carabiniers sont des militaires, donc je pense que ça peut jouer, d'autant que Salvatore passe son temps à donner des interviews dans lesquelles il pleure la mort de son épouse. Si je peux, je vous passe des morceaux pour que vous puissiez en juger par vous-même, mais bon, là, à un moment donné, toutes les autres pistes ne donnent rien, donc ils sont obligés de se poser la question quand même, et ils vont enquêter sur Salvatore. Et effectivement, ils vont trouver des éléments très troublants. Tout d'abord, ils ne parviennent pas à trouver un seul témoin qui aurait aperçu Salvatore, Melania et Vittoria dans l'après-midi du 18 avril à Colle San Marco. Hormis dans le restaurant où s'est rendu Salvatore, mais aucun témoin ne les a vus dans l'aire de jeu pour enfants de Colle San Marco ou dans le sentier à proximité. Les relevés téléphoniques de Melania indiquent qu'elle a appelé sa mère vers 13h. Et effectivement, sa mère explique aux enquêteurs que sa fille l'a appelée pour lui dire qu'elle se rendait au parc de Colle San Marco avec Salvatore et Vittoria. Des voisins les ont bien vus sortir de l'immeuble à 13h50 et après ça, plus personne ne les a vus. Et ça, c'est un détail qui est très important puisque ça rejoint le bornage téléphonique du téléphone de Melania qui indique qu'à aucun moment dans l'après-midi du 18 avril, elle ne s'est trouvée à Colle San Marco. La dernière fois que son téléphone a borné, c'était à Ripe di Civitella, là où son corps a été retrouvé. Donc là, devant toutes ces incohérences, les enquêteurs commencent à se poser des questions. Ils demandent à Salvatore de se rendre avec eux à Ripe di Civitella pour faire une reconstitution. En gros, ils l'amènent sur place et ils lui demandent s'il connaît l'endroit, si sa femme avait l'habitude de venir ici. Et Salvatore va faire quelque chose de complètement fou. Alors, si je peux vous passer l'extrait vidéo, je vous le passe pour que vous puissiez constater par vous-même. Mais si je peux pas vous le passer, du coup, je vais vous expliquer. Donc, c'est enregistré. Hein. La reconstitution est enregistrée. Donc là, les enquêteurs disent à Salvatore, ouais, donc vous connaissez cet endroit? Salvatore dit, oui, je connais très bien, puisque j'ai l'habitude de venir m'entraîner par ici avec mon camp d'entraînement féminin. Et puis, pour ne rien vous cacher, il y a quelques semaines, je suis venue ici avec ma femme et on a eu un rapport sexuel. Là, le carabinier lui dit, d'accord, expliquez-nous. Expliquez-nous. Salvatore lui dit, notre fille attendait dans la voiture, elle était endormie, et Melania et moi, on s'est rendus à cet endroit. Là, il indique l'endroit précis où a été retrouvée sa femme, et c'est ici qu'on a eu notre rapport intime. Donc si vous retrouvez mon ADN, c'est normal. Juste après cette reconstitution, les carabiniers interrogent Salvatore sur sa vie de couple. Ils lui demandent si tout allait bien avec Melania, s'il a une maîtresse par exemple, ou une relation un peu ambiguë avec une autre femme. Et en fait, c'est une question dont ils connaissent déjà la réponse. Depuis le 18 avril, donc depuis le moment où Salvatore a déclaré la disparition de son épouse, ses 2 téléphones portables ont été mis sur écoute. Donc il a 2 téléphones portables Salvatore, un téléphone officiel et un téléphone pour ses bails obscurs. Et il s'avère que le lendemain de la disparition, il a appelé l'une de ses anciennes élèves, Ludovica Perrone, pour lui demander de supprimer toutes leurs conversations sur Facebook et sur son téléphone portable. Les carabiniers ont bien évidemment pu récupérer les messages Facebook puisque Facebook collabore quand il est question d'affaires criminelles, donc ils leur ont restauré toutes leurs conversations antérieures qui sont très explicites. Donc les enquêteurs lui posent la question un peu pour la forme et puis pour voir en fait si Salvatore va mentir, puisque du coup s'il ment sur ça, sur quoi d'autre a-t-il pu mentir? Et lui il nie tout en bloc. Il dit « Ah non, moi j'ai jamais trompé Melania, j'ai toujours été un homme très fidèle. » Et ce point est assez intéressant, puisque tout le monde était au courant des liaisons de Salvatore. Melania elle-même était au courant. Pour vous expliquer un peu comment Melania était au courant de cette liaison, en fait son mari et Ludovica ont commencé à se fréquenter quand elle est tombée enceinte 2 ans plus tôt. Salvatore avait acheté un second téléphone portable pour éviter de se faire griller par son épouse. Mais en fait, un jour, il a appelé son épouse,
mais il l'appelait avec son second téléphone portable, donc le téléphone portable de ses bails obscurs. Et là, Mélanie, elle a compris. Elle était parvenue à récupérer le numéro de téléphone de Ludovica et elle l'avait appelé en janvier 2010 pour lui dire écoute, tiens-toi loin de mon mari, on est une famille, on a un enfant, on est mariés. Et là, Ludovica lui avait dit mais non, mais tu te trompes, en fait, on est juste des amis, t'inquiète pas, entre nous, il n'y a jamais rien eu. Une seule fois, on a échangé un petit baiser, mais c'était quelque chose d'assez innocent, rassure-toi. Le truc, c'est que Mélanie était pas bête, elle a bien compris qu'ils avaient une liaison. D'ailleurs, peu après la découverte de cette liaison, Mélanie a écrit une lettre à son mari dans laquelle elle s'excuse d'avoir été aussi dure avec lui. En gros, elle lui dit « Je suis désolée d'être une aussi mauvaise épouse, ce qui a pu te conduire à me tromper. Je te demande sincèrement de m'excuser et je t'aimerai toute ma vie. » Bon, là, les enquêteurs présentent les preuves à Salvatore en lui disant « Écoute, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu trompais ta femme. » Enfin, je veux dire, là, c'est assez explicite. Et Salvatore, il avoue. Mais il avoue à moitié. À savoir qu'il dit oui, c'est vrai, j'ai trompé ma femme, mais c'était pas une relation suivie que j'avais avec Ludovica, c'était juste une nuit sans lendemain, et depuis elle veut pas me lâcher. Mais pour moi, c'était pas du tout une relation sérieuse. Ok, Ludovica ne voulait pas me lâcher, elle voulait que je quitte ma femme, mais il en était hors de question. Ludovica est interrogée à son tour, et quand on lui rapporte les propos de Salvatore, elle est complètement choquée. Quoi, comment ça, une passade? Mais non, mais c'est faux, on avait des projets, on s'aimait, blablablou. Bref, elle est choquée. Et les enquêteurs savent que pour le coup, elle dit la vérité. Elle dit la vérité puisqu'ils ont toutes les preuves dans les conversations Facebook. C'était pas une relation purement physique qu'ils avaient tous les deux, ils s'appelaient très régulièrement. Et effectivement, ils avaient des projets, puisque Salvatore devait passer les vacances de Pâques avec Ludovica et ses parents, afin qu'elle le présente officiellement. Donc ça ressemble pas vraiment à une histoire sans lendemain. D'ailleurs, un mois avant le meurtre de Melania, Ludovica et Salvatore ont échangé des messages très virulents sur Facebook. Pour résumer, Ludovica lui dit « Écoute, c'est bon, moi j'ai assez patienté, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tu m'avais promis que tu la quitterais, qu'on serait ensemble, enfin, officiellement, donc maintenant tu fais ton choix. » Salvatore lui répond « Ouais, mais tu sais, je peux pas la quitter comme ça, c'est pas aussi simple, il y a la pension alimentaire, ça va me coûter un bras, puis il y a des choses à régler. » Ce à quoi Ludovica lui répond « C'est pas mon problème, elle a qu'à se trouver un travail. » Et là, Salvatore lui dit « Tu es la chose la plus importante à mes yeux, rassure-toi, ce n'est qu'une question de temps, d'ici 1 semaine, je la dégage. » Inutile de vous dire qu'après la révélation complète des conversations entre Salvatore et Ludovica, je crois que Ludovica, ça a été la femme la plus détestée d'Italie en 2011. Là, je vous le résume, mais les conversations étaient très virulentes. Ludovica était extrêmement agressive, au point que les enquêteurs se demandent même si elle n'est pas impliquée dans la mort de Melania. D'après les relevés téléphoniques, Salvatore a passé 1 heure au téléphone la veille de la disparition de son épouse. Le lendemain soir, il l'appelle. Le surlendemain, il la rappelle. Et les jours qui suivent, il l'appelle et à chaque fois depuis une cabine téléphonique. Mais le téléphone de Ludovica était sur écoute. Pour vous faire un rapide résumé, là aussi, en gros, les conversations portaient sur leur relation. Salvatore demandait à Ludovica de supprimer tout ce qui est en rapport avec leur relation, que ce soit au niveau des messages sur Facebook, de leurs textos. Il lui demandait même de se connecter à sa boîte mail à lui, mais sa seconde boîte mail, là aussi pour ses bails obscurs, afin qu'elle supprime la photo qu'il avait mise, donc c'était la photo de profil de sa boîte Hotmail, je crois, et dans cette photo, il était avec Ludovica, donc au téléphone, il lui disait « Écoute, fais vite, s'il te plaît, fais vite, supprime ça, si les carabiniers t'interrogent, tu leur dis que toi et moi, on n'avait pas de relation, qu'on était simplement de bons amis, qu'on a eu une aventure il y a 1 an, mais que depuis, il ne s'est plus jamais rien passé entre nous. » Ludovica lui répond qu'il est complètement ouf de vouloir mentir sur un truc pareil, parce qu'ils vont le découvrir de toute façon, et elle lui dit « Écoute, si t'as rien fait, il n'y a pas de raison de mentir. » Et ça semble disculper Ludovica. D'autant que pour le 18 avril, elle a un alibi en béton. Elle se trouvait dans sa caserne à Lecce. Et ce que les enquêteurs découvrent et que Ludovica ne sait pas encore, c'est que Salvatore avait tout un tas d'autres liaisons au sein de la caserne. Pour être tout à fait clair avec vous, cette caserne, en fait, c'était un lupanar. Ça y allait dans tous les sens et à tous les étages, ce qui a d'ailleurs provoqué un gros scandale à l'époque, puisque c'était l'une des seules casernes d'entraînement pour les femmes. Bon, vous noterez quand même que le travail des carabiniers est assez particulier, puisque même s'ils enquêtent un peu en amont sur Salvatore, ils essaient de trouver une autre responsable en la personne de l'une de ses maîtresses. Alors que concrètement, ça laisse un peu pantois, quoi. Je veux dire, là, Salvatore, il leur est servi sur un plateau d'argent, avec tout ce qui se passe depuis le départ. Mais eux, non, ils cherchent quand même, ils veulent être sûrs que ce ne serait pas l'une des conquêtes de Salvatore. Personnellement, et je suis pas la seule à le penser, je crois que c'est lié en fait à son statut de militaire.
Le 9 et le 11 mai, les enquêteurs mettent la main sur des interceptions environnementales, on va dire tragicomiques. Bon, on va dire ça comme ça, tragicomiques, et vous comprendrez pourquoi. Les interceptions environnementales, de ce que j'en ai compris, c'est que votre téléphone portable, à partir du moment où la batterie n'est pas retirée, il y a la possibilité d'enregistrer ce que vous dites à proximité. Donc si vous parlez seul, votre téléphone portable peut enregistrer ce que vous êtes en train de dire, et le constructeur de votre téléphone, donc Samsung, Nokia, etc., peut ensuite remettre ces enregistrements à la demande du parquet. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris ce que signifiaient les interceptions environnementales. Et durant ces interceptions, donc on a Salvatore qui parle tout seul dans sa voiture. Et là, en substance, il dit « Mais pourquoi on me fait ça à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Melania, tu étais l'amour de ma vie, tu étais la femme la plus importante à mes yeux. C'est vrai, j'ai été un gros porc, tu méritais pas que je te traite comme ça, mais je vais retrouver ceux qui t'ont fait ça, je vais les retrouver, je vais les tuer, quitte à faire 30 ans de prison, je vais les retrouver. » Alors pourquoi ça me fait sourire? Tout simplement parce que Salvatore, il sait en fait qu'il y a des interceptions environnementales. Donc forcément, ces propos, en fait, on sait que c'est du chiquet, quoi. On sait qu'il fait ça exprès pour se disculper. En fait, c'est tellement disculpant que, franchement, c'est pas crédible. Mais malgré ça, il est toujours pas inscrit officiellement sur la liste des suspects. Tutti noi abbiamo sbagliato nella vita, uno ammette i propri errori, ma non c'entra niente su quello che è successo a Milano. Anziché indagare su quello che uno ha potuto fare, sbagliare o meno. Chiedo questo a tutti e di darmi una mano a chi ha visto qualcosa e sentito qualcosa lì a San Marco. Portatemi chi è stato. Questo dovete fare. Le 16 mai, la famille de Melania organise ses funérailles dans sa ville natale, Somma Vesuviana, dans l'église où elle et Salvatore se sont mariés. Salvatore y assiste avec sa famille, puisque même si en fait la famille de Melania est au courant de ses infidélités, même s'il a fait pas mal de choses assez étranges depuis le début de l'enquête, ça reste quand même leur gendre et ils ont du mal encore à croire qu'il aurait pu faire quelque chose à leur fille. Certains y pensent bien sûr, mais dans ce genre de situation, vous savez, les gens sont un peu amorphes, dans le sens où d'un côté ils apprécient une personne et d'un autre côté il y a de fortes suspicions qui pèsent sur cette même personne. Et du coup, ils ne savent pas exactement comment se situer. Malgré tout, il y a quand même un petit froid entre la famille de Melania et Salvatore, d'autant qu'il arrive avec une demi-heure de retard aux funérailles de son épouse. Autant vous dire qu'à partir de là, Salvatore perd très vite en popularité. Il faut attendre plus d'1 mois après les funérailles, soit le 21 juin, pour que Salvatore soit officiellement inscrit sur la liste des suspects. Alors concrètement, ce que ça signifie, c'est que le parquet mène une enquête officielle sur Salvatore. Du coup, il est soumis à certaines obligations, comme ne pas quitter la région ou le pays. Enfin, en tout cas, il est soumis à des obligations et il le sait qu'une enquête le vise. Mais cette décision du parquet survenue 2 mois après le meurtre de Melania, elle va être vivement critiquée puisque ça signifie que pendant 2 mois, Salvatore a pu continuer de folâtrer à gauche et à droite et que des preuves capitales ont pu être détruites. Du coup, à partir de là, les carabiniers se focalisent sur Salvatore. Et là, il y a certains éléments qui confortent toutes les suspicions autour du jeune militaire. Tout d'abord, l'un des carabiniers qui avait participé aux recherches le 18 avril se souvient du témoignage de Raffaele Pacciolla, le voisin de Salvatore et Melania. Raffaele avait affirmé avoir aperçu 2 valises dans le coffre de la voiture de Salvatore le soir du 18 avril. À ce moment-là, les carabiniers n'avaient pas vérifié cette information, qu'ils n'avaient pas jugée capitale, puisque pour eux, la jeune femme était simplement partie faire un tour. Et du coup, on ne saura jamais ce que contenaient ces valises. La voiture de Salvatore est fouillée, mais bon, plus aucune trace des valises, forcément. Elle est néanmoins envoyée dans un laboratoire à Rome afin de procéder à des prélèvements. Et parmi les autres éléments troublants, il y a le témoignage de Michele. Michele, c'est le frère de Melania. Le soir du 18 avril, lui et ses parents s'étaient rendus à Folignano pour aider à rechercher Melania. Et ils avaient dormi chez Salvatore. Michele et sa mère se souviennent qu'au milieu de la nuit, Salvatore a fait tourner une machine. Il leur avait expliqué qu'il avait mis à laver les vêtements prêtés par Giovanna, la propriétaire du restaurant, vous vous souvenez. Or, lorsque les carabiniers interrogent Giovanna, elle est formelle. Elle leur assure que le lendemain, donc le 19 avril, Salvatore lui a ramené les vêtements et il s'est excusé de ne pas les avoir lavés. Entre-temps, le laboratoire rend son rapport concernant l'ADN retrouvé sur le corps de Melania. Ils n'ont retrouvé qu'un seul profil ADN. Et comme vous pouvez vous en douter, il s'agit de celui de Salvatore.
Et le détail étrange, c'est que le rapport indique que l'ADN de Salvatore a été retrouvé dans et sur la bouche de Melania. Alors oui, on peut se dire, ils étaient mariés, c'est normal qu'on retrouve son ADN un peu partout sur son corps, dont à l'intérieur de sa bouche. Mais le laboratoire parvient à déterminer qu'il s'agit d'un ADN frais, à savoir qu'il a été déposé là, peu avant la découverte du corps. Le 8 juillet, le domicile du couple est enfin perquisitionné. Mais bien évidemment, après plusieurs mois, rien n'y est trouvé. Ni l'arme du crime, ni les vêtements que portait Salvatore le 18 avril. D'après les voisins de Salvatore, quand ils l'ont vu sortir de l'immeuble le 18 avril, il portait pas de shorts. Il avait un pantalon, il avait une tenue plutôt chaude, ce qui signifie qu'il s'est changé juste avant de se rendre dans le restaurant. Mais bon, après plusieurs mois, impossible de mettre la main sur les vêtements en question. Le 19 avril, Salvatore est finalement arrêté pour homicide volontaire avec pour circonstance aggravante le lien de parenté et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Là, je vous ai donné l'équivalent français des chefs d'accusation italiens. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Salvatore clame bien évidemment son innocence et son avocat met en avant 2 points. Déjà, on n'a rien retrouvé à son domicile, ni arme du crime, ni vêtements tachés de sang. Le second point, c'est que, d'après lui, on ne peut pas situer Salvatore sur la scène de crime. Bon, c'est assez risible, parce qu'on a quand même retrouvé son ADN un peu partout sur le corps de sa femme. Toujours est-il qu'il demande une procédure en accéléré, le fameux rito abbreviato. Et le 27 février 2012, son procès s'ouvre aux assises de Teramo. Durant le procès, l'avocat général tente de reconstruire la dynamique du meurtre, tout d'abord le mobile. Salvatore, fou amoureux de Ludovica, aurait tué son épouse pour pouvoir vivre pleinement sa nouvelle histoire d'amour. Bon alors moi je suis pas vraiment d'accord avec ce mobile, mais j'y reviendrai dans la partie consacrée à mon opinion. D'après l'avocat général, le scénario serait le suivant. Le matin du 18 avril, Salvatore, Melania et Vittoria se rendent à l'hôpital, puisque Melania doit consulter un médecin pour des douleurs qu'elle rencontre au dos depuis quelques temps. Après être sortis du médecin, ils se rendent au supermarché. Là, on peut les apercevoir dans une vidéo de caméra surveillance, et on peut constater qu'il y a un froid dans le couple. On voit Melania qui semble être en colère contre Salvatore qui est distant avec Melania. Donc on suppose que le matin du 18 avril, il y a eu une dispute dans le couple. Ils rentrent chez eux, ils passent à table, Melania appelle sa mère, comme elle a l'habitude de le faire tous les jours. Elle papote un peu, Melania lui explique que dans l'après-midi, ils vont se rendre au parc, et elle raccroche. Vers 14h, Salvatore, Melania et Vittoria ressortent, et initialement, ils ont pour projet de se rendre à Colle San Marco, dans l'aire de jeu. En cours de route, ils changent d'avis et ils se rendent à Ripe di Civitella. C'est un endroit que Salvatore connaît très bien puisqu'il a l'habitude de s'y entraîner. Lorsqu'ils arrivent sur place, il est 14h40, l'endroit est désert et Vittoria dort à l'arrière de la voiture. C'est à ce moment que Salvatore et Melania auraient eu une dispute, peut-être par rapport à la liaison qu'entretenait Salvatore avec Ludovica. Et cette dispute expliquerait la raison pour laquelle on a trouvé l'alliance de Melania jetée dans l'herbe à côté d'elle. Elle se dirige à proximité du cabanon pour faire pipi, ce qui expliquerait son pantalon s'écollant et sa culotte baissée. Et au moment où elle finit d'uriner, mais qu'elle est encore accroupie, Salvatore se jette sur elle par derrière et tente de l'égorger. Melania se défend, d'où les blessures de défense au niveau de ses bras. Elle tente de se relever pour s'enfuir, mais elle tombe par terre à cause de son pantalon baissé. Là, il se jette sur elle et il la poignarde 35 fois. Après quoi, Salvatore se nettoie à l'aide du robinet public, il enlève ses vêtements, qu'il met dans une valise, et il récupère des vêtements de rechange qu'il avait cachés dans le coffre de sa voiture. Une fois qu'il est de nouveau frais comme un gardon, il se rend au restaurant de Colle San Marco, et donc là, il explique que sa femme a disparu, qu'il est paniqué, qu'on l'a enlevé, alors que Melania est toujours dans le bois, à Ripe di Civitella, en train d'agoniser. Le lendemain, il retourne dans le bois, à Ripe di Civitella. Là, il taillade le corps de son épouse et lui enfonce une seringue à insuline au niveau du cœur pour brouiller les pistes, pour faire croire qu'il peut s'agir d'un crime sataniste. Et pour expliquer la présence de son ADN dans et sur la bouche de Melania, il y a 2 théories possibles. La première serait qu'il ait posé la main sur la bouche de son épouse pour vérifier si elle respirait encore. Et la seconde théorie, ce serait qu'il lui ait donné un baiser d'adieu. Face à la reconstitution de l'avocat général, Salvatore clame son innocence et il n'en démordra jamais. Le 26 octobre, il est reconnu coupable, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Mais le juge considère que le mobile avancé par l'avocat général n'est pas le bon. Il dit ok, bon, il est coupable, la condamnation
pas de problème. Par contre, moi, le mobile me gêne. Selon moi, il ne l'a pas tué pour vivre ensuite son histoire d'amour avec Ludovica. Non, s'il l'a tué, c'est parce que ce jour-là, Melania lui a refusé un rapport sexuel. Il se serait senti diminué et rabaissé par cette femme autoritaire et il aurait pété un câble. Alors vous allez me dire, franchement, en quoi ce détail importe? Eh bien en fait, ça importe, puisque si on change le mobile, en cas de recours devant la cour d'appel ou de cassation, ça peut jouer sur la peine. Et effectivement, le 30 septembre 2013, la cour d'appel de l'Aquila réduit sa peine à 30 ans. La défense de Salvatore décide alors de se pourvoir en cassation pour revoir les chefs d'accusation et les circonstances aggravantes. Et le 10 février 2015, la Cour de cassation de Rome rejette la circonstance aggravante de cruauté du meurtre. Bon, j'espère que c'est français ce que je viens de dire, je voudrais pas avoir la brigade des fautes imaginaires au Mich, mais en gros, ça aussi c'est un détail qui est très important, puisque ça peut de nouveau jouer sur sa peine. Et effectivement, en mai 2015, la Cour d'appel de Pérouse réduit sa peine à 20 ans, puisque la circonstance aggravante a été rejetée. Donc là, en l'espace de 3 ans, Salvatore est passé de la perpétuité à 20 ans. Et en juin 2016, la Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d'appel. Mais ce n'est pas suffisant pour Salvatore Parolisi, puisqu'il a fait savoir par le biais de son avocat qu'il compte faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, j'espère que cette partie, je voulais bien synthétiser parce que je vous avoue que moi-même, j'avais grave mal à la tête en regardant les articles. Je comprenais plus rien. Je me disais, mais je comprends pas, il passe de la cour d'appel à la cour de cassation, de la cour de cassation à la cour d'appel. Mais en fait, c'est que ça jouait beaucoup sur les chefs d'accusation, mobiles, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du ping-pong. Donc voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Vittoria Parolisi a aujourd'hui 12 ans. Après la mort de sa mère, elle a été confiée à ses grands-parents maternels à Somma Vesuviana, là où sa mère a grandi. Quant à Salvatore Parolisi, il est incarcéré à la prison civile de Bollate d'où il continue, encore aujourd'hui, de clamer son innocence. Il a récemment demandé à sortir de prison pour bonne conduite. Il a effectué la moitié de sa peine et semble avoir des projets d'avenir. La réponse devrait donc tomber dans les prochains mois. Bon, et bien tout d'abord, sachez que je tourne cette partie de la vidéo le lendemain que le reste. À savoir qu'hier, j'avais plus de mémoire sur ma carte mémoire. Donc c'est peut-être pour ça en fait que vous me voyez un peu différente, surtout au niveau de ma gueule. Donc voilà, c'est normal. Ok. Le premier point en fait sur lequel je voudrais rebondir, c'est par rapport à l'histoire d'amour entre Salvatore et Ludovica. Je vous avoue que moi cette partie, elle m'a un peu... Ouais, je vais employer le mot choqué parce que j'avoue que j'ai été choquée dans le sens où, genre dans cette histoire, on a la maîtresse qui met un coup de pression à l'époux, l'épouse qui s'excuse auprès du mari si elle a pu avoir un mauvais comportement qui l'a amené à la tromper, et le mari qui fait la misère à son épouse alors qu'il la trompe. En fait, j'ai trouvé que c'était tellement bizarre. Genre aujourd'hui, c'est les maîtresses qui mettent des coups de pression au mari et qui veulent... mettre les points sur les i aux épouses légitimes. Enfin, j'ai pas très bien compris, ou peut-être que ça se passe comme ça en vrai, que je suis pas au courant, mais il me semble qu'à une époque, les maris volages et les maîtresses se faisaient tout petits en fait. Il n'y avait pas cette revendication limite avec des pancartes quitte ton mari ou je vais te défoncer. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Pour moi en fait les deux sont fautifs à 50-50 pour être tout à fait clair avec vous. Pour moi autant la maîtresse que le mari volage sont tous les deux fautifs au même degré. Après concernant Salvatore, pourquoi je suis pas d'accord avec le mobile avancé par l'avocat général? Moi je pense pas que Salvatore il a tué son épouse pour ensuite convoler avec Ludovica en toute tranquillité. Non, à mon avis Ludovica c'était une histoire comme ça aurait pu être une autre histoire avec une autre, une rousse, une brune. C'était pas ça je pense pas qu'il était spécialement attaché à Ludovica. Moi je pense que Salvatore, dans la mesure où c'est un lâche, mais un vrai couard, et d'ailleurs on peut le remarquer dans le passage, l'interview que je vous ai mis dans la vidéo, le mec c'est un lâche en fait, ça se voit qu'il a pas... comment dire ça? C'est un lâche, c'est un pleutre. Et je pense que dans cette situation, il a été soumis à une pression où genre il savait pas comment réagir parce que il ne sait pas réagir, il ne veut pas réagir. On en a l'exemple dans le restaurant avec la propriétaire. Il demande à la propriétaire de parler au carabinier. Genre, il a même pas le courage de prendre le téléphone. Non, il envoie la propriétaire parler au carabinier. Pareil, par rapport
à la famille de Melania, il demande à son voisin d'appeler la famille de Melania pour les prévenir qu'elle a disparu. C'est un mec, il a aucun courage, c'est pas possible. Donc je pense qu'il a été dans une situation où il y avait beaucoup de pression, il savait pas comment réagir normalement et dignement, donc il a agi avec lâcheté. Je pense que le mot là pour le coup est très faible quand on sait la façon dont il a tué son épouse. La meuf, elle était accroupie au sol en train d'uriner. Et je me suis même demandé s'il espérait pas du plus profond de son âme que ce soit Ludovica qui tue son épouse à sa place. Parce que dans les messages, en fait, il faisait passer son épouse vraiment pour une sorcière, quoi. Ouais, elle va tout me prendre, elle va me prendre mon argent, et tatati et tatata. Donc je me suis dit, est-ce qu'il essaie pas en fait de lui faire un petit appel du pied, genre histoire que lui en fait ça lui retombe pas dessus. Mais Ludovica, elle est pas tombée dans le piège, bien heureusement pour elle d'ailleurs, parce qu'elle aurait gâché sa vie pour un vieux mec. Et en plus c'est un mauvais comédien, mais il est tellement mauvais comédien. En fait cette histoire, pourquoi je la trouve très intéressante, parce que du début à la fin, en fait Salvatore il a tellement fait de bêtises que genre en fait les carabiniers n'avaient même pas besoin d'enquêter sur lui. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, le mec il s'est servi lui-même sur un plateau d'argent tandis que les carabiniers étaient là. Est-ce que c'est pas Ludovica? Ouais, est-ce que c'est pas un tel? Le mec il était là, il faisait tellement de bêtises que genre même sans enquêter sur lui, c'est bon en fait, il était possible de lui mettre les menottes. Vraiment ce mec est d'une bêtise affligeante. Le reportage là où on le voit dire, et je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu vous le passer, mais il y a un copyright dessus, j'avais pas le droit, mais genre on le voit dire aux policiers, aux carabiniers, oui c'est là où on a eu notre intimité, si à mon ADN c'est normal, mais à l'endroit précis où on a retrouvé le corps de sa femme quand même. Ah franchement, Salvatore, ma che scemo, lui c'est vraiment le Aegun de l'année, et bien heureusement d'ailleurs parce que si tous les assassins pouvaient être aussi bêtes que lui, franchement, on s'en porterait mieux, quoi, parce que du coup, on les arrêterait les uns à la suite des autres. Mais vous, n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous pensez. Vous avez le droit de le penser innocent, hein. Je préfère toujours le préciser. Et moi, personnellement, ça ne m'offusque pas, en fait, que vous soyez pas d'accord. Franchement, je m'en fous complètement. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, la dernière vidéo, Sarah Scazzi, plein de gens pensent que Michele est innocent. Et vous avez tout à fait le droit de le penser, comme d'autres personnes ont le droit de penser qu'il est coupable, comme d'autres personnes ont le droit de penser qu'il est mi-coupable, mi-innocent. En fait, le plus important, c'est que vous vous soyez fait une opinion. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Noi l'ergastolo l'abbiamo noi famiglia, lo ha Vittoria, che si è vista privata di un papà, di una mamma, grazie a questo animale, a questa persona, non so come definirlo. Oggi è facile uccidere, perché tanto si uccide e dopo un po' di anni in carcere si torna a fare la vita normale, ma le persone a cui gli togli una vita del genere, a una bambina che gli togli una mamma, la vita è dura. Ti cade il mondo addosso perché tu non pensi che una persona che tu hai tra virgolette accettato come un figlio, diciamo, perché ha sposato tua figlia, quindi gliel'hai messo diciamo in un piatto d'oro, come ho sempre detto, ti do mia figlia, proteggila. Credevo di avere una famiglia perfetta. Non c'è un aggettivo per definirla questa persona, non c'è un aggettivo. Perché una persona che ti tratta in quel modo, alla moglie, ha trattato così ad una bambina di 18 mesi che gli ha tolto la mamma, ha tolto nostra figlia.